Donc, bonjour à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir, Fanny et moi, pour cette conférence. Bon, déjà, merci à Pierre d'avoir initié ces conférences. Hein, il y en aura sans doute d'autres, vu le succès. Moi, je m'appelle Sophie Glotz, je travaille chez Natagora. Je travaille donc au niveau des MOOC, donc des formations en ligne. Hein, la formation sur les grands carnivores, la formation ornitho aussi, qui est en ligne. J'ai aussi un autre rôle chez Natagora, je suis co-directrice du département éducation. Et donc, voilà, je passe la parole à Fanny, qui se présente en 2 secondes aussi. Merci. Donc bonsoir à tous. Donc moi c'est Fanny. Je travaille pour l'association Ferus et notamment sur le programme Erasmus qu'on a débuté il y a 3 ans maintenant, qui vient de se terminer. Voilà. Donc pour résumer un petit peu, pour rappeler un petit peu ce que c'était le programme Erasmus, parce que certains n'ont peut-être pas forcément suivi. C'est un programme européen qui visait à proposer 2 outils de formation à destination des adhérents, des sympathisants, du grand public qui pouvaient s'intéresser à cette question des grands prédateurs sur nos territoires. Donc voilà, nous on a mis en place un MOOC. Donc un MOOC, Sophie en a parlé un petit peu précédemment, c'est une plateforme en ligne où vous pouvez retrouver tout un tas de cours sur ces sujets-là qui sont en accès gratuit. Et deuxième outil qu'on va mettre en place, voilà, il a été un peu repoussé à cause du Covid. C'est une semaine d'atelier terrain où là, on proposera aux bénévoles de venir passer avec nous 5 jours et où il y aura des petits ateliers sur différentes thématiques qui viendront compléter ce que vous aurez pu apprendre au travers du MOOC. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment... avec du pistage, on pose la question. Alors, probablement qu'il y aura peut-être un atelier sur comment reconnaître les indices de présence de ces prédateurs. Mais voilà, c'est en cours de construction. L'idée, c'est que le MOOC continue à vivre. Là, il est en ligne avec une dizaine de cours, mais nous, on souhaite vraiment que cet outil soit vivant. L'idée, c'était que voilà, pour faire vivre ce MOOC, on allait essayer de vous proposer régulièrement des conférences en ligne. Donc, Monsieur Jouventin s'est proposé de démarrer ces sessions de conférences. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on l'accueille. Mais il y aura probablement aussi d'autres intervenants au fil de l'année. Alors, parfois, ce sera des conférences qui seront vraiment orientées grands prédateurs et puis parfois qui auront une thématique un peu plus large. Mais c'est intéressant de s'intéresser à tout ça. Donc voilà, je vais céder la parole à Pierre. Je le laisse peut-être se présenter, Pierre, et puis alors après, allez-y, hein, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors d'abord, je dois vous expliquer pourquoi j'ai choisi curieusement Darwin comme premier exposé en début d'un MOOC sur les grands prédateurs. C'est que d'une part, actuellement, il est impossible de comprendre la biologie et les animaux sans connaître les bases, c'est-à-dire l'évolution. Comment les animaux ont pu apparaître, comment ils ont pu surtout s'adapter. Et en prédation, en particulier, dans le domaine de la prédation, c'est là qu'on voit le mieux les adaptations extraordinaires entre proies, prédateurs, qui sont une course perpétuelle. D'autre part, j'ai voulu un peu élargir, puisque actuellement ça commence à monter dans le public. J'ai voulu montrer quelque chose de plus original, c'est-à-dire que Darwin est à l'origine de la cause animale, alors que dans les biographies de Darwin, c'est quasiment pas dit. Pourquoi? Parce que Darwin se gardait bien d'en parler, il était un peu trop en avance sur son temps. Alors, d'ailleurs, ce que je vais essayer de vous résumer en quelques 3/4 d'heure, c'est un peu le bouquin que j'ai fait en 2014 à gauche, alors que par contre, j'aurais pu parler du loup, sur lequel je viens de faire un bouquin juste il y a quelques mois, et cette année. Et donc, il n'est pas dit d'ailleurs qu'on ne reprenne pas un jour quelques exposés sur le loup, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le loup aussi. En tout cas, pour en revenir à Darwin, d'abord, qu'est-ce que la théorie de l'évolution? Alors, je ne vais pas entrer dans trop de détails, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et presque des jours, mais je vais résumer simplement. C'est-à-dire, d'abord, ce n'est pas une théorie, contrairement à ce qu'on dit continuellement, c'est maintenant une évidence. C'est-à-dire qu'à l'époque de Darwin, c'était une théorie. Maintenant,
Il n'y a pas d'autre théorie, il n'y a pas d'autre explication de la création, ce qu'on appelait la création à l'époque. Et donc, c'est la seule explication qui ne soit pas surnaturelle des animaux, de l'origine des animaux, des plantes et de l'homme en particulier. Mais il n'en reste pas moins qu'on parle souvent de théorie qui est un peu dépassée. En tout cas, comme vous voyez dans le précédent, voilà, vous voyez que Darwin a été évidemment pris à la rigolade par beaucoup de gens, parce qu'évidemment, tout le monde a vu que ça posait un problème humain. C'est-à-dire, est-ce qu'on descend des singes, etc. À l'époque, c'était une énormité. Il avait bien compris, c'est pour ça qu'il n'en parlait quasiment pas de l'homme, mais maintenant, on peut en parler. Alors, actuellement, il n'y a pas d'autre explication scientifique de la nature et de l'homme pour l'origine à la fois de la nature, si vous voulez, ce qu'on appelait la création avant. Et après l'hypothèse de Darwin, il n'y en a toujours pas eu. Donc, il n'y en a eu ni avant ni après qu'il soit plausible. Alors, il y en avait bien sûr, mais elle ne tenait pas la route. Par exemple, il y en avait une qui est assez anecdotique, c'est que les animaux sont des fruits sur un arbre. Quand le fruit tombe sur la terre, ça fait des oiseaux ou des mammifères. Quand ça tombe dans l'eau, ça fait des poissons. Bon, vous doutez bien que ce n'est pas la bonne solution. Alors, par contre, ce qui a été longtemps, depuis Aristote, 350 avant Jésus-Christ, ce qui a été admis et qui est encore admis par beaucoup, alors que ce n'est pas du tout une évidence scientifique, c'est qu'il y a une échelle des êtres vivants, qu'on part des animaux les plus primitifs et que petit à petit on monte jusqu'aux humains, juste avant Dieu. Et donc, c'est l'échelle des êtres, c'est l'échelle de Jacob, on appelait ça. Et donc, en réalité, bon, il n'y a rien qui prouve que l'homme soit plus évolué que les autres animaux. Certainement, au point de vue cerveau, au point de vue intelligence, il est à part, mais il y a plein d'animaux qui sont à part pour d'autres qualités. Alors, de même que la Terre n'est pas le centre de l'univers, l'évolution est une révolution intellectuelle et en sciences, mais aussi en philosophie. Et c'est sur ça que je vais insister, parce que c'est plus original, et en particulier en éthique, en morale. Alors, évidemment, il fallait expliquer ce qui se passait, pourquoi des huîtres fossiles ou des dents de requin se trouvaient sur les montagnes. Bon, évidemment, ça paraissait complètement impossible à expliquer, et en effet, personne n'arrivait à expliquer tout ça. Qu'est-ce que ça venait faire sur des montagnes des fossiles d'animaux marins? Et en réalité, c'est ce que... Là, on a en fait une explication, c'est qu'en réalité, la planète a évolué et que ces montagnes, c'était avant le fond des océans. Donc, on arrive à expliquer des choses qui étaient impossibles à comprendre jusqu'à présent, la présence des fossiles. Alors, Darwin n'est pas le premier à avoir compris que les espèces sont toutes apparentées. En réalité, c'est bien plus ancien que Darwin. D'ailleurs, Aristote, déjà dont j'ai parlé, avait déjà compris qu'il y avait un lien entre toutes les espèces. Et le premier qui a montré une théorie, qui a exposé rapidement d'ailleurs, une théorie de l'ensemble de l'évolution, ça a été Lamarck, le français Baptiste Lamarck, qui était professeur au muséum, et qui est un peu considéré par certains. Là, on a une photo de la statue qui se trouve à l'entrée du Jardin des Plantes à Paris, devant le muséum, et donc où on voit sa fille qui est en train de dire à son père: la postérité vous admirera, elle vous vengera, mon père. C'est-à-dire qu'on a volé la paternité à Lamarck. En réalité, on n'a pas volé la paternité à Lamarck, c'est la suite. Lamarck, c'est le précurseur de Darwin. C'est-à-dire que, si vous voulez, Lamarck pour une comparaison triviale, a mis au point la carrosserie de la voiture, mais c'est Darwin qui a eu l'idée du moteur, qui a expliqué comment ça marche. Et donc, je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple classique des animaux à long cou comme la girafe. Eh bien, pour Lamarck, les girafes ont envie de manger des feuilles qui sont haut placées, et donc petit à petit leur cou s'allonge parce que le milieu, il y a une complexification et petit à petit une évolution qui fait qu'elles ont le cou qui s'allonge tout simplement, alors que pour Darwin c'est beaucoup plus malin, c'est-à-dire que vous avez une population de girafes dans lesquelles vous avez des girafes à long cou, des girafes à petit cou, et évidemment c'est pas à ce niveau-là. Au départ, c'est simplement des girafes qui ont un cou un peu plus long que les autres,
Et donc, celles-là sont avantagées, elles mangent plus de nourriture, plus de feuilles, parce qu'elles ont accès à plus de nourriture. Donc, c'est logique. Et après, du fait que c'est héréditaire, ce caractère, eh bien, ça se transmet aux descendants. Et donc, petit à petit, au fil des millénaires, au fil des générations, on arrive à avoir des girafes avec des coups de plus en plus longs. Et à la fin, ils ont le cou qui est extraordinaire chez les girafes actuelles. Donc, vous voyez que dans une première explication, c'est le milieu, mais on ne sait pas trop comment. Et puis, dans la deuxième explication, c'est un mécanisme populationnel, c'est-à-dire que sur la variété de tous ces individus de la même espèce, eh bien, il y en a qui sont un peu différents, et c'est sur ça que joue la sélection naturelle, c'est-à-dire le milieu, l'adaptation au milieu. Et donc, vous voyez qu'en réalité, et après, évidemment, là, on en parlait à l'intérieur d'une espèce, mais on peut passer d'une espèce à l'autre par le même mécanisme. Alors, en réalité, d'ailleurs, il y avait un autre précurseur de Darwin sur l'évolution, qui avait aussi compris que l'évolution, c'était pas les animaux, ce qu'on appelait à l'époque le transformisme, c'est-à-dire le passage d'une espèce à l'autre. Eh bien, le grand-père de Darwin, Erasmus Darwin, avait publié un livre où il disait il y a manifestement quelque chose, mais lui aussi n'arrivait pas à trouver le mécanisme. Et c'était un problème, en réalité, dans la famille de Darwin, on se posait pas mal, c'est une famille de médecins, donc on se posait pas mal de problèmes sur l'évolution, etc. C'est une discussion perpétuelle. Ceci dit, ce n'était pas simple, et ça ne l'est pas toujours, c'est-à-dire que, par exemple, Darwin, lui, a fait d'abord des études de médecin, comme son père obtenait absolument ce qu'il soit médecin comme lui et comme la plupart des gens de sa famille, et puis Darwin, c'était une âme sensible, et il était effrayé par le sang, et donc au bout de 2 ans, il a refusé d'aller plus loin, et son père était catastrophé, et comme Darwin était un fanat des collections d'insectes et de plantes, il s'est dit, bon, ben à l'époque, ce n'était pas un métier, il n'y avait que les pasteurs qui faisaient ça pendant leur temps libre, et donc il lui a dit, bon, ben, on va te transformer en pasteur. Et Darwin, avant d'être scientifique, a été pendant plusieurs années, a suivi une formation de pasteur, il a fait entièrement, et puis au moment où il aurait dû s'installer comme pasteur, eh bien, il a trouvé une occasion, c'est-à-dire un voyage autour du monde, et c'est ça qui a déterminé sa carrière. Et donc, c'est assez curieux. Et ce Darwin, en fin de compte, il s'est trouvé à remettre en question la création par Dieu, alors que son épouse, et c'est assez amusant, je ne sais pas, en tout cas surprenant, c'est que son épouse était une croyante très fervente. Donc, il se trouve à la fois un mari qui remettait en question toute la Bible, si je puis dire, et puis une épouse qui, elle, était très, très croyante. Et ceci dit, comme les deux étaient, surtout Darwin, étaient très, très tolérants, eh bien, ça s'est passé très bien. Ils ont eu des enfants, ils ont été très heureux. Donc, vous voyez, ce n'est pas obligatoirement, tous les ménages ne se disputent pas. En tout cas, voilà le circuit qu'a fait Darwin, c'est-à-dire pendant 5 ans, il a fait le tour du monde sur un bateau, qui était un bateau plus ou moins scientifique, enfin surtout scientifique, et qui passait d'un coin à un autre pour ramasser des spécimens que Darwin a été embauché là sur le bateau comme à la fois naturaliste et puis compagnon de voyage du capitaine qui avait peur d'être tout seul et de soliloquer. Et donc, il s'est baladé donc d'endroit en endroit. Il n'était pas seul la plupart du temps. Enfin, souvent, il n'était pas sur le bateau, il était à terre. Et ça lui a ouvert l'esprit. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que, par exemple, il y avait des fossiles d'animaux, parfois géants, alors qu'il trouvait les mêmes animaux, soit plus petits, souvent, mais vivants. Donc, il s'est dit quand même, c'est curieux qu'il y a eu des animaux qui ont disparu, et donc ça n'a pas toujours été la même chose, ça n'a pas été fixiste, c'est-à-dire ça n'a pas été toujours pareil. Et d'autre part, au Galapagos, là, ça l'a beaucoup intéressé parce qu'il s'est dit comment ça se fait que sur toute l'archipel des Galapagos, dans chaque île, il y a une tortue, une grosse tortue manifestement apparentée, mais différente d'une île à l'autre. Et pareil pour les pinsons, on appelle maintenant les pinsons de Darwin, il y avait quasiment le même pinson, mais différent d'une île à l'autre. Donc il s'est dit, mais peut-être que simplement, il y a une tortue qui est arrivée au départ, et un pinson qui est arrivé au départ, et puis après, il est arrivé à passer sur les autres îles, mais après, il s'est retrouvé coincé, il s'est retrouvé isolé, et donc ça a formé de nouvelles espèces.
Donc, il avait déjà, à l'aller, au départ, il pensait que toutes les espèces étaient fixes. La création avait été telle que Dieu avait mis en place des espèces différentes et complètement fixées. Et puis, au retour, il était arrivé à une vision complètement différente, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les différentes espèces et qu'en réalité, c'est ça l'évolution des espèces. C'est comme ça qu'on arrive à reconstituer tout l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire tout l'arbre de parenté des espèces aussi bien animales que végétales, c'est-à-dire de la vie. Mais par contre, il avait compris le phénomène, il n'avait pas l'explication. Et c'est ça qui, pendant 20 ans qui suivent, il est rentré, il s'est marié, il s'était installé, comme il avait une bonne fortune et que son épouse était encore plus riche que lui, il a pu se rester chez lui et faire uniquement de la recherche, se consacrer à la recherche. Son père, voyant qu'il avait ramené, il était très bien vu par tous les scientifiques qui avaient bénéficié de ces prélèvements de ces animaux qu'il avait envoyés ou de ces plantes. Donc son père s'est dit, bon, d'accord, j'accepte que tu sois un scientifique. Donc Darwin n'a jamais été pasteur, mais par contre, il se posait le problème, évidemment, par définition, d'un pasteur, c'est-à-dire d'où vient la vie. Alors, par contre, il n'avait pas le mécanisme. Et le mécanisme, il a trouvé en lisant l'essai sur la population de Malthus. Malthus, c'était aussi un pasteur, et qui s'était disputé, qui répondait à Godwin, qui est le premier anarchiste, et qui disait « La nature est formidable, il va y avoir une abondance de nourriture, la population humaine pourra augmenter indéfiniment ». Et lui, bon, il était Malthus un peu spécial, hein, c'est-à-dire qu'il est très, très, très puritain, et donc il estimait que les pauvres, il vaudrait mieux s'en passer parce qu'ils embêtent plus qu'autre chose. Mais par contre, où il avait raison, c'est qu'il disait « La nature a répandu d'une main libérale des germes de vie dans les deux règnes. Mais elle a été économe de place et de nourriture. » Ce qui veut dire qu'une espèce, quand elle est dans la nature, elle se reproduit plus vite qu'elle ne trouve de la nourriture. Et donc, il y a un tri. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à survivre parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la nourriture, il en manque. Et donc, il y a une sélection qui se fait. Et donc, vous comprenez qu'à partir de là, ça permet d'avoir un moyen de modifier les espèces parce que tous les individus ne sont pas pareils. Et donc, selon leur capacité, par exemple, un individu peut être blanc s'il vit dans la neige, c'est très bien. S'il est noir, il va être repéré par les prédateurs. Donc, les noirs vont disparaître. Donc, il y a des évolutions comme ça qui peuvent apparaître. Et là, on a un moteur, on a la clé. Alors, en fin de compte, si on veut résumer l'évolution des espèces d'une manière très, très, très simple, on dirait qu'il y a des variations héritables chez tous les individus d'une espèce, et puis qu'il y a en plus une sélection par le milieu qui trie et qui fait qu'en fin de compte, il n'y en a que certains qui s'en tirent. Alors ça, c'est au niveau d'une espèce, mais au niveau d'une espèce à l'autre, si une population se trouve isolée, eh bien, elle se modifie et donc on a des tas d'espèces qui peuvent apparaître. Donc ce qu'il y a d'original dans Darwin et qu'il a bien compris et qui est toujours valable, c'est que c'est une pensée populationnelle, c'est-à-dire statistique. C'est plus une pensée spéciste, c'est-à-dire choisir uniquement les espèces comme évolution. Bon, alors ceci dit, Darwin n'était pas un idiot et dans sa famille, on discutait continuellement sur ces problèmes, donc il savait bien que l'homme, c'était le gros problème. Et par exemple, dans une lettre de Darwin à Wallace, dont on m'a parlé à l'instant, il écrit « J'ai lu des monceaux de livres d'agriculture et d'horticulture, je n'ai jamais cessé de collectionner des faits, des rayons de lumière sont enfin venus et je suis presque convaincu, contrairement à l'opinion que j'avais au début, que les espèces ne sont pas immuables. » Et là, c'est moi qui souligne, je me fais l'effet d'avouer un meurtre. C'est-à-dire qu'à la fois, il était très content d'avoir trouvé la solution d'un problème vital, problème peut-être le plus important problème, c'est-à-dire l'existence des animaux, de la nature et de nous. Et puis de l'autre côté, il s'est dit, oh là là, j'ai soulevé, c'est la boîte de Pandore, j'ai ouvert une boîte, quand je vais expliquer ça, les gens vont se disputer, ça va être une bagarre générale. Et non seulement Darwin n'a pas été le premier à avoir l'idée de l'évolution, mais il n'est même pas le premier à avoir trouvé ce moteur. En fin de compte, c'est Alfred Wallace, qui était qui était plus jeune que Darwin et qui était autant que Darwin un collectionneur d'animaux
et qui s'y connaissait très bien, qui était aussi un autodidacte, parce que Darwin est un autodidacte comme Wallace, et lui était moins riche que Darwin, donc il vivait en collectionnant, en collationnant des animaux qu'il envoyait à des grands collectionneurs riches ou à des muséums. Donc il vivait de ça, et il a réfléchi continuellement, et il a lu d'ailleurs le bouquin dont je parlais tout à l'heure, là, de Malthus, et qui lui a donné la même idée, c'est-à-dire que, mince, il y a un tri, et donc il y a une évolution entre les espèces, et à partir de là, on a un déclic qui permet d'expliquer toute l'existence des plantes comme des animaux. Et ceci dit, il était beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif que Darwin, c'est-à-dire qu'il a eu une crise de palu, parce qu'il était toujours dans des endroits abracadabrants, et puis dans cette crise de palu, il a eu l'illumination de la solution de ce qu'on appelle maintenant le darwinisme, et qui devrait s'appeler le wallacisme. Pourquoi? Parce qu'il a résumé en 20 pages ce que Darwin n'arrivait pas à résumer depuis 20 ans, c'est-à-dire comment ça marche, comment ça fonctionne, cette histoire que je vous ai racontée simplement et rapidement. Mais il se trouve que voilà, c'était un gars particulièrement honnête et désintéressé. Et au lieu de revendiquer la paternité du darwinisme, de l'explication de l'origine des espèces, eh bien, il a dit non, 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 c'est Darwin qui a trouvé en premier, donc je lui laisse la priorité. Et l'article qu'il avait envoyé, où il résumait tout ça en quelques mots, en 20 pages, eh bien, il avait, alors pourquoi Darwin l'a pris? Parce que Darwin était à l'époque le secrétaire de l'association naturaliste qui éditait une revue. Et donc, voilà, ça proposait son article qui expliquait tout ça. Bon, Darwin, quand il a lu ça, il était catastrophé. Il s'est dit, ça y est, c'est foutu, ma belle invention est terminée, c'est voilà ce qui tirera les lauriers. Et puis, il a discuté avec ses collègues, et les collègues lui ont dit, écoutez, on sait que depuis 20 ans, tu es là-dessus, donc on va faire une publication, une communication commune entre vous tous les deux, où chacun présentera ce qu'il avait fait avant, et donc tu garderas la priorité. Et donc, en fin de compte, ça s'est terminé, que Darwin est considéré comme l'inventeur, et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que voilà, ça après a mal tourné, si je puis dire, parce que après avoir dit que l'homme répondait aux mêmes lois que tous les animaux, eh bien, avec l'âge, il est devenu spiritualiste, et il a dit non, non, l'homme est à part, il n'obéit pas aux lois de l'évolution. Et non seulement il est devenu spiritualiste, mais il est même devenu spirit, c'est-à-dire il faisait appel aux âmes de ses parents décédés, etc. Donc, c'est pas plus mal que Darwin, qui a eu d'ailleurs, je pense sur le détail, il a trouvé plein de choses intéressantes, comment les coraux, par exemple, les îles coralliennes ont pu exister, comment les lombriques modifient complètement la terre et sont à l'origine de la fertilité des sols. Enfin, bon, passons, plein de choses. Le fait que les animaux aient des sentiments, et là on commence à entrer dans le sujet plus original que j'ai traité, parce que la plupart des biographies de Darwin, ils considèrent que Darwin, c'est simplement un inventeur de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire une hétérobiologique, alors qu'à mon avis, c'est bien plus. En fin de compte, alors, toujours sur ce problème de l'humanité, qui est vraiment le problème délicat, Darwin, répondant à Wallace, écrit « Vous me demandez si je discuterai l'homme, je crois que j'éviterai ce sujet, qui est entouré d'une si grande quantité de préjugés, bien que j'admette que pour un naturaliste, ce soit le problème le plus élevé et le plus intéressant. » Donc, ce n'est pas du tout qu'il ne s'intéressait pas à l'homme et qu'il n'avait pas compris, mais c'est simplement parce qu'il était prudent et qu'il se rendait bien compte que si il commençait à aborder le problème de la religion, le problème de la morale, etc., ça allait être une discussion de café du commerce, et sa belle invention qui était autrement plus importante, de l'origine de la vie, allait être noyée. Donc c'est pour protéger cette découverte majeure qu'il a évité, comme c'était un gars qui ne cherchait pas des histoires loin de là, il a évité de parler de l'homme, sauf après, quand il a été obligé, parce qu'il y avait tellement de gens qui ont récupéré son invention, son idée, qu'il a été obligé de donner sa position. Alors, maintenant, quelles sont les implications sociales du darwinisme, social au sens philosophie, religion, politique? Là, vous voyez une
une caricature, il y en a eu beaucoup évidemment sur Darwin parce qu'il a soulevé pas mal de problèmes, hein, bien qu'il était toujours très calme et très gentil et très tolérant. Il n'était pas du tout anticlérical, Darwin, il s'entendait très bien, il avait plein d'amis très croyants, donc ce n'était pas du tout un bouffeur de curé. Mais par contre, évidemment, là on le présente, c'est Huxley qui est présenté, c'est-à-dire le gars qui se disputait avec les autres à sa place parce que Darwin était presque toujours malade et ne sortait pas de chez lui. Et donc, il s'occupait que de sa recherche. Et puis, là, on voit qu'il passe à travers la crédulité et l'ignorance. Donc, en réalité, mais Darwin avait pris conscience que c'était tellement difficile d'expliquer ce qu'il avait à dire que maintenant, 160 ans après, on a encore du mal à accepter le message de Darwin. Alors, évidemment, il y a les implications religieuses. Ça, je ne vais même pas entrer dans le détail tellement c'est évident. C'est-à-dire que Dieu, soit c'est une divinité, la mythologie, etc., qui a inventé la création et qui a fait que les espèces sont comme elles sont. Et jusqu'à présent, jusqu'à Darwin, il n'y avait pas d'autres explications. C'était même un des arguments, enfin, peut-être un argument majeur de la croyance en Dieu. Et puis, évidemment, ça a été très mal pris, en particulier aux États-Unis, avec, par exemple, le procès du singe qui a eu lieu en 1925, où un enseignant a eu le malheur d'expliquer à ses élèves qu'il y avait une théorie qui disait que qu'il n'y avait pas besoin de la Bible pour expliquer l'origine de Dieu. Et donc, évidemment, alors là, c'est une caricature, évidemment, de ce procès. Ceci dit, c'est pas on a l'impression que c'est du passé, que c'est de l'histoire, que ça date de plusieurs siècles, mais en réalité, je vous signale que Ronald Reagan, dans un discours, disait l'évolutionnisme est seulement une théorie scientifique, une théorie que la communauté scientifique ne croit plus aussi infaillible qu'on l'a cru autrefois. En tout cas, si on se décide à l'enseigner dans les écoles, je pense qu'on devrait aussi enseigner le récit biblique de la création. Donc, vous voyez, au niveau où se trouve Ronald Reagan, c'est-à-dire que c'était un artiste, un acteur de série B, hein, donc il n'avait pas grande connaissance scientifique. En tout cas, il mettait sur le même plan la Bible, qui est quand même un récit historique et qui est pas, qu'on peut accepter comme image, hein, mais pas comme vérité encore valable. Ça date de 3000 ans quand même. Et d'autre part, lui confondait ça avec la théorie de Darwin, qui elle est une théorie scientifique, c'est-à-dire qui est réfutable, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, eh bien on trouve mieux. Actuellement, on n'a jamais trouvé mieux que Darwin, mais il ne reste pas moins que c'est toujours ouvert. Et vous avez même maintenant Donald Trump, qui lui était créationniste à fond, et aussi climato-sceptique, et il représente, et Donald Trump, il n'est pas tout seul, hein, il a presque la moitié de la population, comme vous savez, des États-Unis, qui pense comme lui. Donc, ce n'est pas une affaire qui est réglée, et c'est une affaire qui est très difficile à accepter, et qui fait que Darwin a attendu si longtemps. Alors, les implications sociales et politiques, eh bien, il y a le racisme, évidemment, et puis il y a le colonialisme, et vous voyez, par exemple, sur une gravure de l'époque, vous avez le gorille, vous avez le chimpanzé, vous avez l'orang-outan, et vous avez le nègre. Donc, vous voyez qu'en réalité, ça pose des problèmes. Alors ça, on peut prendre ça à la rigolade. Alors, il y a aussi le capitalisme, dont je dirais un mot. On peut le prendre à la rigolade et faire un dessin humoristique comme celui-là, où un homme déguisé en singe se balade avec une pancarte « Suis-je un homme et votre frère ?» Mais ce n'est pas seulement une plaisanterie, puisqu'il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord. Et vous pensez bien que actuellement, ce problème continue, et en France, comme surtout aux États-Unis, où chacun des Noirs, des Américains d'origine africaine, a une pancarte « Je suis un homme ». Donc, vous voyez que c'est un problème qui n'est pas si humoristique que ça. Alors, évidemment, l'idée de Darwin était tellement géniale parce qu'elle répondait à un problème que personne n'arrivait à résoudre, que tout le monde s'est jeté dessus. Toutes les tendances de tous les gens intelligents ont compris que c'était quelque chose d'important, c'était une révolution intellectuelle. En particulier, Ernst Haeckel, qui était un professeur de zoologie dans une université allemande, et qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il est inventeur du mot écologie, en 1866, et lui, il était très militant. Il était un vrai scientifique, mais très militant. Donc, d'une part, il était libre-penseur, et la théorie de Darwin lui a enlevé une épine du pied. C'était tellement intéressant que les marxistes, et en particulier Lénine, l'ont utilisé, et que donc la théorie de l'évolution a été adoptée très facilement par les socialistes.
Mais il était aussi pan-germaniste. Pan-germaniste, ça veut dire l'ancêtre des nazis. Et vous voyez que l'évolutionnisme, qui est une doctrine allemande, elle a conduit en tout cas historiquement au racisme. Ceci dit, ce n'est pas uniquement limité aux Allemands, hein, puisqu'en fin de compte, vous avez des ancêtres du racisme qui sont des Français, Gobineau et Vacher de la Pouge. Et par contre, vous avez le grand théoricien des nazis, qui était le professeur Glampowitz, un universitaire, qui a donné des bases scientifiques, entre guillemets, au nazisme. Alors, ça aboutit à des affiches assez effrayantes maintenant, c'est-à-dire que là, vous avez une évolution des hommes en bonne santé, là, vous voyez, et puis vous avez une évolution des autistes, des gens qui ont des problèmes énormes, héréditaires, et voici ce qui arrivera quand les êtres inférieurs auront 4 enfants et les êtres supérieurs 2. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, on est en plein dans un problème de base. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il est idiot, mais enfin, en tout cas, c'est un problème de fond. En réalité, Darwin a été moins connu, en particulier aux États-Unis, que ce monsieur qui est un ingénieur des chemins de fer, Spencer, et qui, lui, a dit aux grands capitalistes qui apparaissaient aux États-Unis, c'est-à-dire Carnegie, Rockefeller, qu'ils n'étaient pas du tout les exploiteurs que les socialistes disaient, au contraire, ils étaient les vainqueurs de l'évolution de la lutte pour la vie, et qu'en réalité, c'était des sortes de gens qui étaient sélectionnés pour arriver à s'en tirer. Et donc, cette théorie de la lutte pour la vie à partir du darwinisme, on appelle cela le darwinisme social, et Darwin a écrit, s'est bien montré complètement à l'opposé de cette vision des choses. Et donc, en réalité, on a, ceci dit, cette vision des choses, encore en France, il y a quelques années, c'était encore la vision acceptée, et même dans les sciences humaines, c'était considéré, on ne voyait pas la différence entre darwinisme et darwinisme social, alors que darwinisme social, c'est une théorie déjà très, très orientée, hein, qui est quasiment politique, alors que le darwinisme, c'est une théorie biologique, c'est-à-dire scientifique. Alors, évidemment, les communistes, les marxistes qui apparaissaient à cette époque, en même temps que Darwin, puisque c'est la même époque, ils ont été, en particulier Engels, a lu l'ouvrage majeur de Darwin, c'est-à-dire L'origine des espèces, qui est peut-être le livre le plus important qui ait jamais existé, et il a écrit à Marx, on n'avait jamais fait de tentative d'une telle envergure pour démontrer qu'il y a un développement historique dans la nature. Du moins, jamais avec un pareil bonheur. Évidemment, ça lui a enlevé l'épine du pied d'avoir à expliquer la nature par une divinité à laquelle il ne croyait pas. Alors, Marx, qui était toujours un peu se prenait pour un nombril du monde, répond à Engels, avec lequel il était très copain et qui le finançait d'ailleurs. Malgré le manque de finesse bien anglais du développement, c'est dans ce livre que se trouve le fondement historico-naturel de notre conception. Donc, il voit l'intérêt pour le marxisme de se servir de la théorie de l'évolution. Mais après, il se dit, il y a un problème qui ne va pas, parce que la lutte de la vie, la lutte pour la vie, la lutte guerre contre tous, ce n'est pas socialiste. Donc, on ne peut pas accepter cette doctrine. Et donc, Engels, en écrivant à Marx, écrit « Dans la doctrine de Darwin, j'accepte la théorie de l'évolution, mais je n'admets pas sa méthode de démonstration, lutte pour la vie et sélection naturelle, qu'en tant que première expression provisoire et imparfaite, une réalité nouvellement découverte. » Et Marx, beaucoup plus vicieux, lui répond « Darwin a été amené, à partir de la lutte pour la vie dans la société anglaise, la guerre de tous contre tous, à découvrir que la lutte pour la vie était la loi dominante dans la vie animale et végétale. Mais le mouvement darwiniste, lui, y voit une raison décisive pour la société humaine de ne jamais se libérer de son animalité. Donc, c'est d'autant plus vicieux que, d'une part, il considère Darwin comme un copieur de ce qui se passe dans la société victorienne, c'est-à-dire la lutte de tous contre tous, le capitalisme, eh bien, il a appliqué aux animaux. Et puis deuxième, alors ça c'est une critique sur la science, et puis par contre il n'est pas idiot, il voit bien que Darwin n'était pas d'accord avec ça, mais il parle du mouvement darwiniste, c'est-à-dire des suiveurs qui ont rajouté, et c'est vrai qu'en effet il y a eu des abus extraordinaires qui ont compliqué les choses. Alors le plus grand abus, ça a été sans doute
le lysenkisme, c'est-à-dire qu'à l'époque donc, où Darwin était en discussion, etc., les Russes c'était le début de la génétique en 1930, et les Russes étaient très avancés dans ce domaine, mais il y a un technicien, un ingénieur niveau technicien agricole, qui était Lysenko, qui était un arriviste terrible au point de vue politique, et qui a convaincu Staline que la génétique, c'était une science bourgeoise et capitaliste et américaine. Et donc, en réalité, pourquoi? Parce que la génétique, ça veut dire, dans l'esprit darwinien, qu'il y a une hérédité des caractères internes de l'animal ou de l'homme, et que donc, l'éducation a moins de prise. Or, lui, il était évidemment pour l'acquis et contre l'inné. Donc, Staline s'est dit, pour le marxisme qu'on défend, on a tout intérêt à défendre une position où on fait l'homme nouveau à partir de l'acquis et non pas de l'inné. S'il y a déjà un atavisme chez l'homme, on est déjà coincé, on a un blocage. Évidemment, maintenant, on sait que l'inné et l'acquis, ça existe chez tous les animaux et ça existe chez l'homme en particulier, bien que l'inné soit faible chez l'homme et l'acquis important. Alors, ce n'est pas seulement une anecdote et pas éphémère, parce que ça a duré de 1935 à 1965, c'est-à-dire que tous les généticiens de l'époque ont été envoyés soit au goulag, soit en prison où ils sont morts, soit ils ont changé de sujet. Donc, vous voyez qu'en réalité, et à l'époque de Khrouchtchev, c'était encore valable. Hein. Donc, c'est très récent et c'est très peu connu cette affaire, et à mon avis, c'est à connaître parce qu'en réalité, la politique a décidé de la science. Alors, heureusement, parmi les socialistes, il y en avait un qui était un scientifique, lui, alors que Engels et Marx étaient plutôt des économistes. C'était un scientifique, un géographe. Il était d'origine princière, mais il était anarchiste. Donc, c'était un socialiste d'une famille opposée à la précédente. Et lui, par contre, étant plus connaisseur, plus admiratif de Darwin, il n'a pas dit que Darwin c'était nul et qu'il fallait en changer, d'autant plus qu'il n'y avait pas de solution, mais il a dit il faut arriver à prolonger Darwin, et il propose une solution qui était d'ailleurs celle des Russes, mais il avait pas, c'était uniquement en russe, donc personne n'était au courant à l'extérieur, et donc il propose une solution qui est la coopération, et qui en réalité existe partout dans la nature. Et donc, il publie ce bouquin, L'entraide, un facteur d'évolution, en 1902, qui a été un peu oublié pendant longtemps par les socialistes, car c'était darwiniste, alors que Darwin était mal vu par les socialistes. Alors, actuellement, ça a changé, c'est-à-dire que l'entraide et Kropotkin sont redevenus à la mode depuis récemment, depuis une dizaine d'années. Et donc, il y a un tas de rééditions. Alors, le problème, c'est que Darwin, comme n'importe qui, mais surtout Darwin, qui avait déjà trouvé une solution pour les animaux et les plantes, il avait un problème insoluble avec les sociétés d'insectes sociaux, parce que les fourmis, les abeilles et les termites, quel avantage a, par exemple, une ouvrière ici, là, dans la ruche, à élever tous les jeunes de la reine, alors qu'elles sont stériles, qu'elles ne transmettent rien du tout? Donc, comment ça peut s'expliquer sur le plan génétique et héréditaire? Et Darwin ne savait pas expliquer les insectes sociaux, et ça a été expliqué qu'après sa mort. Alors, quel est l'avantage génétique pour des ouvrières stériles d'élever d'enfants de reine? Comment ces sociétés ont-elles pu évoluer par sélection naturelle? Eh bien, on a trouvé, c'est bien après, 50 ans plus tard, oui, plus de 60 ans plus tard, par William Hamilton, qui était d'abord étudiant, qui a eu du mal à passer cette thèse parce que la solution qu'il a trouvée était tellement originale qu'elle surprenait tout le monde, en particulier les professeurs sur le jury de thèse, mais qui est devenu d'ailleurs professeur à Oxford, à l'université d'Oxford, et c'est la sélection de parentèle, c'est-à-dire sélection familiale. C'est-à-dire que, en fin de compte, les ouvrières stériles sont les sœurs de la reine, et sa descendance possède le quart des gènes de leur tante, qui, bien que stériles, sont génétiquement avantagés. C'est la biologie de l'altruisme. Et donc, actuellement, il y a des dizaines de laboratoires dans le monde qui étudient ce problème qui paraissait complètement uniquement imaginaire jusqu'alors. Alors, un exemple qui va... Alors, d'ailleurs, Darwin avait eu
l'intuition, il n'était pas loin il parlait de sélection familiale, donc il avait déjà compris qu'il y avait un problème qui dépassait la sélection individuelle. Mais n'empêche qu'il n'avait pas trouvé, et que c'est ce William Hamilton qui a trouvé ça, et qui l'a prouvé en plus par la génétique et par les mathématiques. Alors, prenons un exemple plus terre à terre, plus près de vous que les insectes sociaux, c'est simplement les chats. Une chatte qui meurt en sauvant ses 4 chatons, qui sont attaqués par exemple par un chien ou par un loup, ou par n'importe quoi, ou par un renard, elle transmet en réalité 2 fois son patrimoine héréditaire. Pourquoi? Parce que si elle a 4 chatons, chacun de ces chatons a la moitié de son patrimoine qui vient d'elle, et donc 4 multiplié par demi, ça fait que quand elle meurt, même si elle meurt, si ces 4 chatons survivent, eh bien, ils transmettent 2 fois son patrimoine héréditaire. Donc vous voyez qu'il y a toute une mathématique. Bon, là je simplifie parce que c'est devenu plus compliqué, je ne vais pas entrer là-dedans, mais parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas aussi que des transmissions par la héréditaire, il y a aussi des transmissions, surtout chez l'homme, par la culture. Mais enfin, bon, en tout cas, vous voyez que là, on arrive à trouver une issue génétique à un problème qui paraissait complètement impossible à comprendre. Alors, en fin de compte, maintenant, ce qu'on considère en science, c'est qu'il y a 2 forces complémentaires en évolution sociale. Il y a d'une part, évidemment, la sélection individuelle, que Darwin a mis en évidence, ainsi que ses successeurs, et qui est donc basée sur la compétition. Et puis, il y a une deuxième force qui existe aussi, qui est en équilibre, c'est-à-dire une sélection familiale. C'est Hamilton qui l'a mise au point, qui l'a découverte, et puis ses successeurs, et donc c'est basé sur la coopération. Donc vous avez 2 forces opposées, alors que Darwin, évidemment, la compétition, c'est beaucoup plus facile. Quand vous voyez des loups en Afrique, dans la savane, vous voyez plus la compétition que la coopération. Mais néanmoins, les loups ou les lions, ils ne passent pas leur vie à se disputer et à se manger entre eux. Il y a aussi de la coopération. C'est des animaux qui vivent en meute et qui s'aident entre eux pour arriver à des résultats. Donc, en réalité, déjà, ça résolvait un problème qui était très difficile à comprendre. L'altruisme chez les animaux, ça paraissait réservé à l'homme. Eh bien non, en réalité, maintenant d'ailleurs, il y a des tas d'animaux chez lesquels on a trouvé l'altruisme, quasiment tous. Et donc, deuxième problème qui était complètement insoluble, c'est l'opposition entre gènes et environnement. Pour Darwin, évidemment, l'hérédité, c'était vachement important, et ce n'est pas étonnant que la génétique ait continué derrière Darwin, mais par contre, Lamarck, lui, il parlait d'environnement, c'est-à-dire du milieu. Et donc, on avait choisi, au point de vue scientifique, Darwin contre Lamarck, parce qu'on se disait, voilà, ça c'est prouvé Darwin, l'hérédité, alors que l'action de l'environnement sur l'animal, on ne peut pas la prouver, par quels moyens, etc. Et la solution, ça a été qu'en réalité, maintenant, la génétique a continué, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait au départ. C'est-à-dire qu'avant, on croyait un gène, un caractère, et donc, vous enlevez un gène, pof, vous supprimez un caractère. Maintenant, on sait qu'en réalité, les gènes, ce n'est pas des interrupteurs avec oui ou non, c'est-à-dire un caractère ou pas, mais ce sont des sortes de variateurs de lumière. C'est-à-dire que vous avez soit le gène qui s'exprime totalement, si le milieu le permet, soit le gène ne s'exprime qu'à moitié, dans un autre milieu, soit il ne s'exprime pas du tout, c'est-à-dire qu'il existe, mais il ne peut pas paraître. Et donc ça, cette nouvelle vision de la génétique qui permet de faire la synthèse, le compromis entre le gène et l'environnement, ça s'appelle l'épigénétique. C'est très à la mode maintenant, et ce n'est pas étonnant parce que ça résout un problème qui paraissait insoluble. Donc, en fin de compte, Darwin est toujours autant important, mais Lamarck a été, dans une certaine mesure, réhabilité, parce que même s'il n'a pas trouvé le moteur, il a montré que le milieu comptait énormément, et là, par ce moyen, on arrive à réconcilier les deux. Alors donc, maintenant, dernière partie, quelles sont les implications morales du darwinisme? C'est là que mon livre a été un peu original, parce que les biographies ne parlent quasiment que de l'aspect scientifique ou de l'aspect religieux. En réalité, là, vous avez une image de la planète des singes, c'est que maintenant, on est en pleine dans une révolution morale, c'est-à-dire qu'on considère que les animaux ne sont pas uniquement des objets. Et donc, et d'ailleurs, Darwin le disait déjà à l'époque, c'est-à-dire il y a 160 ans. Néanmoins, je n'arrive pas à lire là, moi, il me manque un bout, enfin bon, néanmoins,
la différence entre l'esprit de l'homme et celui des animaux les plus élevés n'est certainement qu'une différence de degré et non d'espèce. Donc déjà, Darwin avait compris il y a 160 ans ce que la plupart des gens de chez nous maintenant, en particulier les sénateurs en ce moment en France, n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'en réalité, Descartes évidemment disait que les animaux n'avaient pas de raison, ne sentaient rien, parce qu'ils ne pouvaient pas parler. Bon, évidemment, ça c'est complètement dépassé, on se demande même comment il a pu sortir un truc pareil. Mais par contre, là, Darwin avait déjà vu, et ce n'est pas seulement ça. Vous avez actuellement le débat, l'homme est-il un animal, problème de la souffrance animale, etc. Or, Darwin, en 1871, écrivait « Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et les mammifères supérieurs sur le plan des facultés mentales. » Donc, vous vous rendez compte, il parlait même là, dans une citation que je n'ai pas notée ici, que la morale se trouvait déjà chez les animaux. Donc, ce qui faisait le propre de l'homme est balayé. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas une spécificité, pas une originalité, mais ça veut dire que c'est un peu simple de mettre d'un côté les hommes et de l'autre côté tous les animaux, évidemment. En tout cas, pour conclure, les conséquences sociales du darwinisme sont bien plus importantes que ce qu'on croyait. Elles sont immenses et on commence à peine à les comprendre. Et souhaitant éviter les polémiques pour ne pas nuire à la diffusion de sa théorie, Darwin n'est pas le pur et étroit scientifique qu'il a prétendu être, comme ses écrits intimes le prouvent. En réalité, il ne parlait pas de l'homme parce qu'il savait que c'était trop dangereux. Et lui, on le sait par des événements de sa vie, alors qu'il était un gars hyper calme, hyper pacifique et qui ne voulait absolument pas d'histoire, il a attaqué en justice que 2 fois, une fois pour un chien, et une fois pour un cheval qui avait été maltraité par leur maître. Donc, je termine en disant Darwin est bien un précurseur de la cause animale, et en réalité, les opinions actuelles ne sont pas seulement de la morale, ce sont aussi de la science. Merci. Bien. Merci Pierre. Alors, je suis à votre disposition pour toute question, bien sûr. Voilà. Alors, j'avais noté donc une question, donc qu'est-ce qui oppose ou différencie la marque de Darwin? Mais ça, évidemment, vous avez répondu pendant votre exposé. Alors, il y avait une autre question, donc à propos de l'évolution des différents êtres vivants, l'évolution reposant sur une descendance avec modification. Plus le nombre de générations est élevé, plus les modifications s'accumulent et dans un environnement stable, plus les espèces s'adaptent. Ainsi, les espèces à reproduction plus rapide ont pu accumuler plus de modifications d'adaptation. Et donc, dire que les bactéries seraient plus évoluées que nous ne serait pas essentiellement faux. Point d'interrogation. Ben non, c'est pas bon comme explication. En réalité, ça ne dépend pas du temps, ça dépend de la pression de sélection. C'est-à-dire que si le milieu est stable, vous avez par exemple les limules qui sont des animaux qui sont préhistoriques, puisqu'ils datent de plusieurs centaines de millions d'années, eh bien, ils sont identiques parce que le milieu n'a pas changé, ils sont toujours adaptés aux mêmes situations et ça marche très bien, donc ils sont toujours là. Par contre, vous avez par exemple des animaux qui évoluent très très vite parce qu'ils sont dans des conditions difficiles et donc particulières et il faut absolument survivre ou disparaître. Et donc, ce n'est pas en fonction du temps, ce n'est pas une machine, une horloge, c'est en fonction des contraintes sélectives. C'est-à-dire que si le milieu fait pression, c'est-à-dire qui, par exemple, là, regardez, prenons un exemple tout à fait humain, c'est-à-dire qu'actuellement, on se trouve devant un problème de changement climatique. Bon, soit on va arriver à dominer ce problème, soit on risque de disparaître. Et donc, ce n'est pas un problème de temps. Jusqu'à présent, on était l'espèce la plus conquérante puisqu'on a occupé toute la planète et on s'est reproduit d'une manière incroyable. Mais maintenant, on se retrouve dans un problème. Si on n'arrive pas à dominer notre problème actuellement, on a créé un tel blocage, une telle impasse qu'on risque d'y passer. Donc, alors là, avec l'espèce humaine, c'est en plus un problème moral, c'est-à-dire on a conscience du problème. Les animaux, c'est même pas ce problème-là, c'est-à-dire que si les conditions sont différentes, eh bien, ils doivent s'adapter. Par exemple, si vous avez des animaux qui
qui ne sont pas, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé dans les îles. Bon, quand vous introduisez par exemple des rats sur une île, si vous avez des pétrels, par exemple des oiseaux marins qui ont toujours vécu sans rats, vous introduisez des rats en quelques générations, en quelques centaines d'années, même pas, parfois des dizaines d'années. Par exemple, dans les îles Kerguelen où j'ai beaucoup travaillé, on a introduit des chats, et ben, les chats, ils ont mangé des millions de pétrels, donc les pétrels, on ne peut plus s'adapter. Donc vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de contrainte. Et donc les paramécies qui sont plus évoluées, non, simplement, elles ont des solutions. Pourquoi, par exemple, y a-t-il des sexes? C'est-à-dire que peu de gens se posent la question. En réalité, c'est pour faire la variabilité, c'est pour assurer la variabilité des espèces. Des paramécies, c'est toujours la même chose, elles se reproduisent indéfiniment, pareil. Et donc, il faut qu'il y ait des souches différentes pour que ça change. Alors que chez les animaux, la plupart des animaux, s'il y a des sexes, c'est pour croiser continuellement et pour faire une variabilité qui donne prise à la sélection et qui permet d'évoluer très vite. Donc, on ne peut pas dire qu'une espèce soit supérieure à l'autre, pas plus sur le plan intelligence que sur le plan adaptatif. Et merci. Alors, j'ai une autre question de Sébastien Germain. Peut-on dire que l'inné est supérieur à l'acquis chez le sénateur? Ça, je ne sais pas si je suis bien placé pour répondre, mais enfin, ce que l'éthologie a montré dans les 50 dernières années, qui n'est pas pris en compte par les gens, et en particulier les sciences humaines, c'est que tous les animaux présentent à la fois de l'inné et de l'acquis, y compris l'homme. Quand vous voyez qu'actuellement, il y a encore des bouquins qui sortent en disant que l'homme, c'est uniquement du culturel, c'est faux. Un bébé qui tète, il n'apprend pas à téter, il le sait, parce qu'il est programmé pour ça, il a un instinct de... Et donc, en réalité, même chez l'homme, où il y a très peu d'instinct, il y a quand même, c'est-à-dire d'inné, il y a quand même un peu d'acquis. Et par contre, chez les insectes, par exemple, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inné, c'est-à-dire d'instinct, et très peu d'acquis. Donc, en réalité, c'est un mélange des deux et un gradient. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croyait, mais on ne peut pas opposer l'inné et l'acquis. Alors, je lis une question de Constance. Qu'en est-il des virus? Est-ce qu'ils sont vivants ou pas vivants? Est-ce qu'ils obéissent à la même évolution, à la même contrainte d'évolution, je suppose? Alors, les virus, c'est un cas vraiment extraordinaire, hein, parce qu'on ne sait même pas, ça dépend des biologistes, on ne sait même pas si c'est des êtres vivants, pour la bonne raison qu'ils ne se reproduisent pas. C'est-à-dire qu'ils doivent entrer dans un organisme vivant pour arriver à se reproduire. Donc, c'est vraiment un cas extrême, incroyable. C'est-à-dire que c'est des parasites en réalité. C'est-à-dire qu'ils entrent dans un être vivant, ils s'en servent comme véhicule, et en fin de compte, ils se reproduisent par ce moyen. Donc, ce n'est vraiment pas un exemple classique, quoi. C'est tout à fait à part. Vous avez, en réalité, on oppose toujours les animaux aux végétaux, mais il y a plein d'autres familles et d'autres ordres différents. Par exemple, les champignons, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des végétaux, comme on le croit. C'est encore autre chose que les végétaux ou les animaux. Donc, on simplifie en opposant végétaux et animaux, mais c'est beaucoup plus varié dans la nature que ce qu'on croit. Ok, il y a Fred qui demande du coup, le consensus n'est-il pas que les virus sont vivants vu qu'ils sont quand même soumis à de la sélection? Mais... Oui, c'est d'ailleurs intéressant parce que vous voyez qu'un virus qui n'a pas de capacité de reproduction, qui n'a pas de système nerveux, qui n'a pas de cerveau évidemment, il arrive, avec l'histoire du coronavirus, il arrive à être plus malin que l'homme. Pourquoi? C'est une démonstration du darwinisme, parce qu'il n'utilise que ce qui marche. C'est-à-dire que, par exemple, un argument qui était utilisé continuellement contre le darwinisme, c'est dire que si on tapait sur un clavier, c'est ce que utilisent les gens de Trump et compagnie, les croyants un peu débiles, c'est que si on tape sur un clavier au hasard, on n'arrivera jamais à sortir le bouquin de Tolstoï, Guerre et paix. Bon, ça c'est sûr que c'est sûr. Mais par contre, si seuls sont gardés dans le fichier, dans l'ordinateur, les caractères, les lettres qui sont dans le texte, si vous tapez des milliards de fois, à la fin, vous refaites le truc de la guerre épée. Donc, en réalité, vous voyez qu'en
les virus, ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas d'intelligence, ils sont complètement opposés de nous, mais ils sont plus malins que nous parce qu'ils font ce qui marche. C'est-à-dire que si on laisse la moindre faille, eh bien, ils en profitent parce qu'ils sont des résultats de les sélections, c'est-à-dire de ceux qui marchent. Et d'ailleurs, on le voit actuellement, on est embêté. Regardez avec toutes les études qu'on a, on ne sait pas comment trop se débrouiller. On a trouvé les vaccins, ce qui est déjà énorme, surtout qu'on a trouvé par une technique complètement originale, mais il n'en reste pas moins que les virus, on ne sait pas comment s'en débarrasser, parce qu'ils ont, malgré qu'ils n'aient pas de système nerveux, pas d'intelligence, pas de connaissances, eh bien, ils sont efficaces, redoutables. Les variants arrivent continuellement, sitôt qu'il y a une faille, parce qu'ils mutent continuellement, les virus. C'est ça leur technique. Ils ne sont pas reproducteurs, ils n'ont pas de sexe, évidemment, donc ils n'ont pas la variabilité qu'on a, mais par contre, ils mutent en permanence. Et donc, s'il y a parmi tous ces mutants, s'il y en a un qui est plus adapté, qui est plus transmissible, par exemple, que le précédent, eh bien, il va marcher. Et donc, il n'y a pas besoin d'intelligence pour ça. Regardez les virus qu'on a eus, là, qui sont 10 fois plus transmissibles que ce qui précédait. Il n'y a pas besoin d'intelligence. C'est le résultat qui compte. Et donc, c'est une belle démonstration du darwinisme. Est-ce qu'il y a encore des questions? En tout cas, il y a pas mal de merci, de bonnes soirées, une présentation très intéressante. Donc voilà. Alors, j'espère que j'ai été clair parce que j'ai résumé et simplifié des notions très complexes. Hein. Oui. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut lire mon bouquin. Là, il y a toutes les références, les chiffres. Mais là, moi, j'ai fait quelque chose de compact pour qu'en 3/4 d'heure, je vous explique beaucoup de choses. Il y a une question de Céline Delmas, mais j'attends la question. Donc, ça va arriver. Et Céline, vous pouvez éventuellement activer votre micro. Hein. Ah, voilà. Donc, la question de Céline, comment se fait-il que cette théorie ne soit pas plus prise en compte par les politiques et la société en général? À mon avis, parce qu'elle est trop dangereuse. C'est ce que j'ai essayé de... C'est un peu le résumé de tout ce que j'ai raconté. C'est-à-dire qu'il y a tellement de conséquences au darwinisme que Darwin s'est bien garé, qui était trop malin. Il a vu que s'il racontait trop de choses dès le départ, moi j'aurais été à sa place, j'aurais pas été aussi malin que lui, j'aurais dit tout et plus personne n'aurait entendu parler de moi. Mais par contre, lui, il a dit que ce qui était scientifique et qui n'était pas discutable, enfin, qui étaient déjà discutables, mais avec lesquels on pouvait avoir des preuves, c'était déjà assez difficile. Déjà, prouver le darwinisme, c'est pas simple, parce que vous ne pouvez pas faire une expérience. Vous ne pouvez pas créer une espèce comme ça. Ceci dit, il avait déjà compris l'astuce, c'est qu'à défaut d'expérimenter, il s'est intéressé à la domestication, et en particulier, il élevait des pigeons. Et en réalité, en quelques générations, si vous sélectionnez les caractères, vous obtenez en quelques dizaines d'années, vous obtenez des animaux différents. Et donc, vous faites des races. C'est pareil chez les chiens. Vous vous rendez compte que les chiens, ça date de 30 000 ans. Et maintenant, on le sait, et ça dérive tout du loup. Eh bien, néanmoins, il y a plein de races de chiens. Il y a près de 400 races de chiens. Donc, en réalité, et ça va vite, hein, c'est-à-dire qu'il suffit de 8 générations pour déjà avoir des individus, si on sélectionne d'une manière très bien nette, c'est-à-dire on choisit par exemple les plus petits et qu'on les reproduit entre eux, eh bien, en 8 générations seulement, vous avez une race nouvelle de petits chiens qui sont héréditairement petits, ou gros, ou plus agressifs, ou moins agressifs. Donc, en réalité, les éleveurs, ils ont fait du darwinisme sans le savoir. Et Céline Delmas précise, oui, mais la prise en compte de cette théorie aujourd'hui, après le Covid, pourrait nous permettre de nous sauver, biodiversité, coopération, etc. Ben oui, c'est pour ça que ça devient la mode, la coopération. Alors, au début, les socialistes en particulier avaient du mal à suivre l'explication de Kropotkin parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus logique que ce que disaient les marxistes, c'est-à-dire que s'il y a une lutte à l'intérieur de la société humaine, c'est pas bon. Et donc, les socialistes avaient l'impression que Kropotkin s'est trompé. Mais en réalité, maintenant, c'est plus fin. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que toute société animale ou humaine
est une composante de deux forces qui sont opposées, la compétition et la coopération. Et là, maintenant, avec tous les problèmes qu'on a, où la compétition et le capitalisme sont un peu dépassés, eh bien, on est de plus en plus intéressé par la coopération, évidemment. Une remarque, éviter les conséquences du darwinisme, parce que trop dangereux, entre guillemets, ne s'apparente-t-il pas à une forme d'obscurantisme? Le courage scientifique ne consisterait-il pas à affronter ces réalités? Ben, vous voyez, moi je le fais, hein. Il y en a d'autres, bien d'autres qui l'ont fait. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Aller expliquer à la moitié qui a voté Trump, qui disent des bêtises, ce n'est pas facile. Actuellement encore, le président actuel des États-Unis, ben, il a du mal à convaincre, il est obligé de faire la preuve de pédagogie, parce que quand vous êtes persuadé que vous avez raison, que ce soit les islamistes ou les chrétiens fondamentalistes, vous avez l'impression que vous n'avez rien à apprendre, que vous savez tout. Donc, vous êtes plus ouvert. Alors, une question de Claude. Pouvez-vous dire quelques mots sur la domestication? Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas si je ferai une autre conférence, mais si je fais une autre conférence, ça sera j'appellerai ça du loup au chien au pluriel. Parce qu'en réalité, en parlant des chiens et comment ils sont arrivés, ils sont partis des loups, et qu'est-ce que l'homme a fait pour modifier le loup et pourquoi il a inventé le loup, entre guillemets, eh bien, ça permet de comprendre toute l'histoire de la domestication. Et en réalité, l'homme, il a fait un travail terrible. Et rendez compte que le loup, il date maintenant, d'après les chiffres actuels, de 35 000 ans, c'est-à-dire le néolithique, c'est-à-dire la sédentarité, l'agriculture et l'élevage, ça date de moins de 10 000 ans. Donc, en réalité, 20 000 ans, 25 000 ans avant, déjà, alors qu'on était des chasseurs-cueilleurs, on se servait des loups. Mais par contre, sans doute, je pense, il était un peu trop agressif. Et donc, on a sélectionné chez les loups les plus dociles et on en a fait les chiens. Bon, donc là, on vous donne tous rendez-vous la prochaine fois. Si vous êtes partant pour une prochaine conférence, éventuellement, parce que ça, c'est un beau sujet. À mon avis, on ne peut même pas comprendre son chien si on ne connaît pas la biologie des loups. Alors, moi, je réclame la conférence. Comprendre mon chien. Mais oui, parce qu'en réalité, par exemple, le fait que les tas de défauts qu'on considère être des défauts chez les chiens, par exemple, quand on les balade, ils s'arrêtent à tous les lampadaires et puis ils nous font perdre un temps terrible et on se dit c'est complètement idiot et on tire sur la laisse. Mais en réalité, c'est qu'on n'a pas les capacités olfactives qu'ils ont. En réalité, un chien, quand il sent sur le lampadaire, il sait qui est passé, quand, quel sexe, dans quel état de chaleur, l'état physiologique, l'agressivité, c'est une source incroyable. Donc évidemment, quand vous êtes derrière votre chien, vous ne pouvez pas comprendre et donc vous tirez sur la laisse. Donc comment se fait-il que la théorie de Darwin ne soit pas prise en compte par les politiques et la société en général? Et alors, Céline demande, donc c'est pour cette raison, Darwin, Kropotkin, que les défenseurs de la cause animale sont taxés de gauchistes. Eh oui. En fin de compte, il y a une explication toute bête et toute simple. D'ailleurs, regardez déjà le mot de dire toute bête. Hein. C'est-à-dire, déjà, on fait le lien avec l'animal. Donc, déjà, dans notre vocabulaire, c'est déjà orienté. C'est-à-dire que l'animal, c'est l'idiot. C'est le gars qui est au-dessous de nous, qui n'existe pas. Enfin, passons. En tout cas, pour répondre aux histoires des politiques, eh bien, tout simplement, ils n'ont aucune formation scientifique. Ils ne comprennent même pas ce que je raconte. S'ils avaient écouté ce que je viens de dire, ils auraient appris énormément de choses. Ils n'ont aucune formation scientifique, les politiques. C'est des gens qui sont… Et en plus, ils sont d'une autre époque, ils sont trop vieux, si je puis dire. Les deux réunis, en particulier au Sénat, ils sont élus, les sénateurs, surtout par des ruraux. Et ils estiment que les ruraux, c'est les chasseurs. Et donc, vous avez des problèmes insolubles complètement idiots, c'est-à-dire que pour garder leurs électeurs, eh bien, ils en arrivent à faire plaisir aux chasseurs. Les chasseurs, ça représente 1%, moins de 1% de la population française.
quand vous faites, par exemple, le dimanche sans chasse, qui est réclamé en France, mais qui n'a jamais été accepté, et qui est classique dans des tas de pays, eh bien, c'est entre 80 et 90% de demandes pour qu'il y ait ce dimanche sans chasse, c'est-à-dire un jour au moins où les gens ne risquent pas leur peau en allant balader. Eh bien, en réalité, un sénateur, lui, il va, pour être réélu, il va donner automatiquement raison au moins de 1%, contre les 80 à 90%. Donc, il y a des problèmes qui sont tordus et en plus, ils n'ont pas la culture. C'est-à-dire, vous le voyez bien. Regardez par exemple Macron qui veut faire de l'écologie. En réalité, on voit bien qu'il ne connaît rien du tout en écologie. Ça ne l'intéresse pas d'ailleurs. Tout ce qu'il veut, c'est actuellement, il y a une déformation, ce qui fait qu'il y a des dérives en France en particulier. Mais c'est pas spécial. En France, ça s'est poussé à l'extrême, mais c'est dans le monde entier. Il y a une crise de la démocratie. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que les politiques n'évoluent pas assez vite. Et ce n'est pas étonnant. Par exemple, le darwinisme, c'est très compliqué à comprendre. Moi, je vous en ai fait un résumé très, très dense et qui, j'espère, est clair, mais il n'en reste pas moins que la plupart, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, comment voulez-vous que les gens, les sénateurs qui ont leur gros problème, le gros problème politique actuellement, c'est d'être réélus, ce n'est pas de trouver des solutions pour les 50 ans à venir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Greta Thunberg en disant blablabla, blablabla, et elle a raison. Ils n'ont pas de solution. Ils s'imaginent que ce sont des problèmes. Le changement climatique, pour eux, c'est un truc qui va. C'est une crise. Ce n'est pas une crise, c'est quelque chose de grave, de plus grave. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. On ne sait pas comment s'en sortir. Donc, actuellement, les politiques ne sont pas au niveau. Et les gens s'en rendent compte, en particulier les gens jeunes, parce qu'ils voient bien que leur avenir est en jeu. Moi, je suis vieux, ce n'est pas grave, mais par contre, dans 20 ans, il va y avoir des problèmes terribles. Et actuellement, moi, il y a 50 ans que je dis qu'il va y avoir un problème de changement climatique et d'environnement. Je passe pour un parano et pour un gars qui voit tout en noir. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui pensent comme moi parce qu'évidemment, j'avais raison. Et donc, en réalité, les jeunes en ont plus conscience que les gens vieux, en particulier les sénateurs, qui sont déjà d'un âge canonique. Et d'autre part, ils ont une ouverture, les jeunes. Ils viennent écouter, par exemple, ce que je viens de raconter, alors que je suis certain qu'il n'y a pas un seul sénateur dans votre assemblée. Donc, en réalité, ces gens-là, ils sont obsédés pour le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils veulent être... Et ils sont dans un système qui est dépassé, qu'il faut arriver à renouveler tout ça, et ça ne va pas être simple. Actuellement, on est dans une crise de civilisation qui n'est pas seulement une crise, qui est vraiment grave. C'est-à-dire qu'on a un problème de survie de la planète, mais ce n'est pas la planète qui est la plus grave. C'est l'homme, l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de bousiller la seule planète. Quand vous voyez qu'il y a des dingues comme les patrons de tous ces qui sont archi riches là, de tous ces médias-là, et qui rêvent d'une chose, qui se battent pour aller sur la Lune ou sur Mars, alors qu'on n'a jamais, aucun scientifique n'a jamais trouvé une planète habitable autre que la Terre. On avait un paradis, on est en train d'en faire un enfer. Il y a un problème là. Vous comprenez, c'est plus un problème seulement de Darwin et de l'explication de l'évolution. C'est un problème qu'on est en train de bousiller la planète, c'est-à-dire le seul endroit où on puisse être bien, et on est en train de remettre en question l'existence de l'espèce humaine. C'est autrement plus important. Et les gens ne s'en rendent pas compte. À l'expliquer ça, on le voit à la télé, quand on leur pose des problèmes sur ces trucs-là, ils sont à côté de leur plaque complètement. Ils s'imaginent que c'est un problème à quelques années, et que ça va changer, qu'on va s'arranger ça, et qu'on va s'en tirer tranquillement. Ce n'est pas vrai. C'est de l'écologie appliquée. Actuellement, on confond même l'écologie politique à l'écologie scientifique. C'est-à-dire que l'écologie scientifique, ça concerne tous les animaux, y compris l'homme. Alors que l'écologie politique, c'est uniquement l'homme. Et là, il y a des tas de solutions. Est-ce que la piste cyclable est utile ou pas? C'est un autre problème. Actuellement, on est dans un problème d'écologie scientifique. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a encore notre place? Et il y a des solutions très simples. Si c'était un animal, tous les animaux ont des solutions aux problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire que pour un animal, eh bien, on ne se reproduit pas plus que nécessaire. Et deuxièmement, on limite les ressources aux ressources renouvelables. Ce n'est pas qu'ils aient fait des calculs pour ça, ils n'ont pas de tête aussi développée que nous, mais par l'obligation, ils arrivent à ce résultat. Nous, alors qu'on a une tête qu'on peut prévoir tout ça,
on n'est pas capable d'en tirer des conclusions. C'est quand même incroyable, quoi. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'avoir un cerveau? Individuellement, on est capable de comprendre plein de choses. Collectivement, on est incapable. Ouais. Enfin, c'est pas très positif pour une fin de Non, non, discussion. non. Allez, il y a encore il y a une question peut-être un peu plus. Donc, monsieur qui demande de dire quelques mots sur le rapport entre Darwin et les sentiments chez les animaux. Ben, en réalité, Darwin avait bien compris que les sentiments, ça existe. Je ne sais pas si j'ai mis, je ne crois pas avoir mis dans cette diaporama de citation de Darwin qui disent ça, mais en réalité, il a exprimé très nettement, il a été le premier d'ailleurs, à dire qu'en réalité, d'ailleurs, entre nous, quand on s'y connaît un tant soit peu en endocrinologie, c'est-à-dire la science des hormones, on voit, c'est normal en réalité. Comment voulez-vous qu'on soit différent? Tous les autres mammifères ont exactement le même équipement endocrinien que nous. Pourquoi voulez-vous et en plus vous le voyez de l'extérieur, quand un chien a peur ou est content, il n'y a pas besoin de faire un dosage d'hormones, mais néanmoins c'est la même machinerie. Donc il n'y a pas de raison que les animaux n'aient pas de sentiments et que nous on en ait. Évidemment, les émotions, c'est partagé par tous. C'est tellement de bon sens, c'est tellement évident qu'on se demande comment on a eu besoin de prouver tout ça par l'endocrinologie. C'est évident, bien sûr, c'est du bon sens. Quand on voit que surtout Descartes arrivait à nier l'intelligence des animaux et disait qu'il ne comprenait rien et qu'il ne sentait rien parce qu'il ne parlait pas, on se demande, alors bon, ça date de pas mal de temps, mais enfin quand même, il y a encore des gens qui pensent comme ça, en particulier chez les politiciens. C'est pour ça que ça ne suit pas et qu'ils n'arrivent pas. Actuellement, regardez Dombreval, qui est pourtant dans la majorité, il essaye de faire passer des trucs. Les sénateurs ont tué la loi qui était en train de sortir et qui essayait d'arranger un peu les choses. Bon, ils sont complètement décalés, ils sont décalés d'un siècle, ces gens-là. Ils ne sont pas dans le coup. Et Greta Thunberg a raison, bon, on peut critiquer, mais il n'en reste pas moins qu'elle a raison. Il parle uniquement dans une échéance de 5 ans, c'est-à-dire être réélu, c'est tout. D'ailleurs, ça devrait être même indécent. Actuellement, on nous montre Pasquet là, dans sa cellule là, dans l'espace. Moi, je trouve que c'est indécent. Encore, ce n'est pas le pire, lui, mais quand même, quand vous voyez que Jeff Bezos, les grands pontes de tout, qui sont milliardaires, qui sont les plus riches du monde et qui pensent qu'à aller dans la Lune ou sur Mars, alors qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau liquide, qu'est-ce qu'on va faire l'homme là, alors que sur place, ici, il suffit, on connaît les règles, c'est-à-dire il faut réduire les populations, mais ce n'est pas facile parce qu'il y a des problèmes moraux, et puis il faut utiliser que des ressources renouvelables pour ne pas épuiser la planète. Et bon, c'est tout bête. Quand vous étudiez l'écologie scientifique, vous voyez que tous les animaux ont trouvé des solutions à ça, sauf nous. Donc on n'est pas les plus malins. Eh bien, voilà. Je propose sur ces sages paroles de terminer là. Donc, la conclusion, on n'est pas les plus malins. Oui, il faut un peu réhabiliter la modestie, quoi. Il faut C'est une belle conclusion. Oui, tout à fait. Fanny, tu veux dire un petit mot Pas spécialement, juste un grand merci du coup à tous ceux qui ont suivi cette conférence et un très grand merci à Pierre pour nous avoir proposé cette première. Je pense qu'il y a un consensus, en tout cas il y a eu des chouettes messages vis-à-vis de cette première conférence. Donc Pierre, si vous êtes toujours partant, je pense qu'on pourra proposer une deuxième et peut-être une troisième, quatrième, cinquième conférence dans les mois qui viennent. Oui, moi j'estime que j'ai fait une carrière très, très riche sur les animaux dans tous les pays, etc., sur plein d'espèces. J'ai étudié de près une vingtaine d'espèces. J'ai passé 8 ans et demi en Antarctique et dans les îles environnantes. Je voudrais utiliser intelligemment ma retraite en faisant profiter le plus de monde possible de mon expérience. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses à apprendre et on ne l'apprend pas à l'école. C'est-à-dire que ce que je viens de vous raconter sur l'évolution, ça devrait être enseigné dans les écoles, ce n'est pas. Oui. Et ben, ce sera avec plaisir en tout cas.
Voilà, donc pour les participants, donc on vous tient au courant. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez être tenu au courant et si c'est pas encore. Donc oui, il y aura un replay de disponible sur le MOOC des grands carnivores. Donc je remets encore une fois le lien. Donc c'est une plateforme de cours gratuit et vous devez vous créer un compte. Et lorsque vous vous créez un compte, vous pouvez vous inscrire au cours gratuitement, donc sur l'ours, le loup, le lynx, etc. Et vous pouvez, comme ça, vous serez tenu au courant des conférences. Il y en a, en tout cas, au moins une en préparation. Hein, et puis, il y aura Pierre aussi, s'il est partant. Donc, voilà, ça va continuer. Il y a un petit message. Ouais, vas-y. Ouais, il y a quand même quelqu'un qui demande, donc, Monsieur Jouventin, peut-on se contacter en privé? Je fais un mémoire sur le loup et l'agneau, recherche en sciences juridiques. Oui, déjà, il faudrait lire mon bouquin là, qui vient de sortir, où il y a un chapitre entier qui traite de la gestion du loup, qui, à mon avis, est catastrophique en France et qui propose des solutions. Donc, déjà, lire ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mais enfin, je suis prêt à discuter éventuellement. Alors, donc, Pierre, est-ce que je peux transmettre votre adresse email à cette participante-là? Oui, il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Je vais le faire tout de suite. Ok. Bon, eh bien, voilà, je crois que merci beaucoup à tous. Et donc, on se tient au courant pour la suite des événements. Hein. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci Pierre. Salut Bernard. Bonne soirée. Au revoir.